Merci beaucoup. Effectivement, je ne vais pas vous parler de tout ce que Rotor fait autour du réemploi. Je vais me focaliser sur ce projet qui porte le doux nom de FCRBE. Alors, ça aurait pu être frugalité, créative, rencontre, bois, etc. Mais c'est pas ça. C'est Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements. Autrement dit, faciliter la circulation des éléments de construction, de récupération, de réemploi. C'est un projet que Rotor a instauré autour de l'année 2017-2018, qu'on a déposé dans le cadre de l'appel Interreg NWE, Interreg Europe du Nord-Ouest, qui est un programme en fait de cohésion sociale européenne qui accueille toutes sortes de projets. Dans notre cas, l'objectif était de travailler sur une sorte de facilitation des pratiques de réemploi de matériaux dans le secteur de la construction. C'est évidemment pas un projet qu'on a porté tout seul. Il y a pas mal d'organisations qui étaient et qui sont toujours d'ailleurs impliquées. En fait, c'est un projet qui a commencé avec une période de 3 ans, de 2018 à 2021. Et puis, le programme avait encore un petit peu de budget pour permettre à des projets d'aller plus loin. Donc, c'est ce que nous avons appelé l'extension capitalisation, dans laquelle de nouveaux partenaires sont venus se joindre. Il y a aussi le développement d'un label et on a testé tout ça à travers une collection de 36 opérations pilotes dont je reparlerai dans un instant. Alors, un des premiers objectifs du projet était aussi de donner de la visibilité aux acteurs existants de la récupération et du réemploi. C'était basé sur l'intuition et les travaux préalables qu'on avait menés avec Rotor autour du projet Opalis, qui est un projet dans lequel on cherche à documenter toutes les entreprises actives dans la récupération et le réemploi de matériaux. Alors on avait eu des subventions locales pour faire ça à Bruxelles, aux alentours de Bruxelles, puis en Belgique. Et puis là, grâce à ce programme européen, on a pu étendre le champ de la recherche aux Pays-Bas et à la France. C'est ce qu'on a fait en collaboration avec Bellastock pour la France. Et puis Salvo, qui faisait déjà ça depuis les années 90, a pu, je dirais, approfondir la documentation du secteur pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Alors pour nous, c'est vraiment un maillon essentiel dans les logiques de récupération et de réemploi, de s'appuyer sur ce tissu souvent très local, souvent de petites entreprises, mais qui peuvent faire toutes sortes de choses assez intéressantes. Et puis de là, extrapoler des chiffres. Alors ça donne un petit peu des ordres de grandeur. Ce qui est intéressant, c'est par exemple le nombre d'emplois que génère ce secteur dans les pays concernés. Ici, on n'est pas loin de 7000 équivalents temps plein. Pour donner un exemple un petit peu tendancieux, mais qui permet la comparaison, apparemment, le secteur du béton en France, en emploi direct, génère à peu près 4000 ETP. Donc ici, on a un secteur qui est quasiment 2 fois plus générateur d'emplois que celui du béton. Évidemment, le territoire n'est pas le même. Il faudrait faire la comparaison. Des estimations sur le stock de matériaux. Alors ça, c'est un chiffre qui est difficile à interpréter parce qu'on a réussi à faire un snapshot à un moment donné. Qu'est-ce qui était présent dans les stocks de ces entreprises? On n'est pas très loin de 600 000 tonnes de matériaux, mais on n'a pas d'indication sur le flux. On ne sait pas très bien à quelle vitesse se renouvellent ces stocks. Il se peut qu'il y ait des stocks qui se renouvellent 2, 3, 4, 5 fois par an et d'autres stocks qui, au contraire, mettent 2, 3, 4, 5 ans à se renouveler. Pour donner quand même un élément de comparaison, 600 000 tonnes, ce sont les dernières estimations de la quantité de déchets de démolition produits par la région de Bruxelles-Capitale en un an. Donc ça montre qu'il y a encore de la place pour faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Public. Donc on a publié une sorte de vade-mecum qui décrit en détail, étape par étape, 5 voies pour y arriver, et qui est complémentée par une collection de 36 fiches qui documentent en détail tout ce qu'on sait à propos de ces matériaux. Donc voilà, il y a 7 fiches qui portent plus spécifiquement sur les éléments en bois. Ça va depuis les éléments de structure jusqu'à des éléments comme des portes, en passant par le bois de grange, de bardage ou les parquets en bois massif. Et puis tout ça a été testé à travers des opérations pilotes dans lesquelles on est venu se greffer sur des projets en cours pour essayer d'inciter les maîtrises d'ouvrage et les auteurs de projets, les architectes, à intégrer soit des ambitions de récupération des matériaux, soit de réemploi. Mais peut-être pour nourrir ou anticiper la discussion qui va suivre, je pense que le premier point à mentionner, c'est que le réemploi est en fait une action secondaire par rapport à l'action de préserver les bâtiments existants et de tenter de renouveler autant que faire se peut un bâtiment. Si vous démolissez un bâtiment complet, même si vous récupérez 100 tonnes, peut-être même 1000 tonnes, ce qui a déjà beaucoup de matériaux à récupérer, et que vous produisez par ailleurs 100 000 tonnes
de déchets, la balance n'est pas très intéressante. Il vaut mieux probablement faire les efforts de préserver un maximum de l'existant, quitte à ce que la fraction récupérée diminue. Et de notre expérience, souvent les deux vont ensemble. En fait, si on réduit les flux de déchets de démolition, on se donne d'autant plus de moyens de traiter au mieux les fractions qu'on doit extraire et d'y maximiser là-dedans la part qui va être récupérée en vue du réemploi. C'est une grande question. Pour avoir suivi le sujet depuis maintenant un peu plus de 15 ans, il est clair que c'est un sujet qui a pris de l'importance. Et parfois, je crains qu'il arrive au stade où ça devient le moment où ça bascule vers quelque chose d'un peu ennuyeux, au sens où ça va se réglementariser tôt ou tard. Il va y avoir des objectifs qu'on va vouloir, parce qu'on connaît les tendances des décideurs politiques, il va falloir les objectiver d'une façon quantitative. Donc on va vouloir fixer des seuils de réemploi à atteindre. Ça va devenir peut-être obligatoire dans tous les projets. Et ça va ouvrir la porte à plein d'effets un peu pervers, où on va tout à coup créer du réemploi en démolissant plus rapidement des bâtiments, comme on l'a déjà vu sur le marché aux États-Unis. Par exemple, une demande pour du bois exotique qui s'intensifie parce qu'il y a un effet de mode pour ce type de bois-là, qui fait qu'on va démolir des villages dans le sud-est asiatique pour répondre à cette demande. Donc en soi, le réemploi n'est pas une garantie suffisante, je dirais, pour garantir cette transition vers une économie, alors qu'on l'appelle frugale, qu'on l'appelle sobre, qu'on l'appelle respectueuse de l'environnement et des personnes qui y habitent, peu importe. Mais donc, je pense qu'on arrive à ce moment un petit peu de basculement. Donc, je le vois avec pas mal d'appréhension, en fait, pour être tout à fait honnête. Et de questionnement un peu existentiel aussi. Qu'est-ce qu'on fait après avoir fait ça pendant 15 ans et quand on passe dans cette nouvelle phase-là? On va en France pour le développer au niveau français, peut-être? Mais ça va encore plus vite en France, en fait. Quelque part, je pense que la France a mis un petit peu plus de temps à s'intéresser sérieusement à la question. Mais depuis 5-6 ans, là, c'est parti à plein pot. Et l'adoption, par exemple, de ce règlement, de cette loi sur les diagnostics, disons, préalables aux démolitions, est quand même une grande étape. Donc oui, je pense qu'en France, on est probablement à peu près au même niveau de développement qu'en Belgique et aux Pays-Bas. Pas de grosses différences significatives, en tout cas à ma connaissance.